Voilà, bonjour et merci d'être présent pour cette première édition du Q&A des lecteurs anonymes. On est très contents, donc avec David Moreau et Guillaume Moulin, autour des scénarios de 20 ans d'écart et de Seul. Donc on est très contents de lancer cet événement pendant le festival Paris Cours de Vent, dont nous sommes partenaires depuis 3 ans, et pour lequel on a participé à la sélection des 4 scénarios vivants, comme ce qui a été dit tout à l'heure, donc qui aura lieu dans cette même salle de 18h à 20h, et à laquelle on vous invite bien sûr à rester. Voilà, donc j'en profite pour vous présenter brièvement les lecteurs anonymes. On est une association donc, de lecteurs professionnels de scénarios et de romans. On est aujourd'hui 80 adhérents et on travaille principalement pour le cinéma, la télévision et les institutions. Notre objectif, c'est de se rassembler pour parler d'une voix commune du travail des lecteurs et surtout de faire des rencontres. Et on rencontre une fois par mois un intervenant professionnel qui vient nous parler de son travail, notamment dans le développement, et puis de ses envies, de ses besoins. Et puis donc le Q&A, il est aujourd'hui à l'initiative des lecteurs puisqu'on a eu envie de questionner le mode de fabrication des films qu'on lit et qu'on analyse, d'entrer dans l'artisanat du scénario en invitant et en questionnant un ou plusieurs scénaristes autour d'un film qui fait l'actualité, ou plutôt son scénario. Et c'est l'occasion pour nous donc, voilà, de parler avec eux de leur méthode de travail et de leurs habitudes créative. Je voulais aussi remercier les 4 étudiants du master de la Sorbonne qui sont là pour filmer et nous faire une petite vidéo pour l'association. Voilà. Donc, pour que vous soyez un petit peu plus familier avec nos 2 intervenants, je vais faire une petite présentation de chacun d'entre vous, si ça vous va. Très bien. Alors, David Moreau, qui est scénariste et réalisateur, qui a réalisé 4 films de long métrage. Un premier film en 2007, qui s'appelle Il, qu'il a co-réalisé avec Xavier Palude, qui est un film d'horreur qui se passe en Roumanie, avec Olivia Bonamy et Michael Cohen. Voilà. Ensuite, il a co-réalisé un film à Hollywood. Alors, c'est un film d'épouvante, fantastique, un film formidable avec Jessica Alba. Et puis ensuite, il a décidé de réaliser tout seul, parce que ce précédent film était réalisé avec Xavier Palude aussi, une comédie romantique dont nous allons parler tout à l'heure, en 2013, donc 20 ans d'écart, avec Virginie Efira et Pierre Ninet, qui a été un gros succès. Et puis, tu t'apprêtes à sortir ton prochain film en février 2017, enfin février prochain. Février 2017. 16, voilà. 17. Et donc, qui est l'adaptation d'une BD qui s'appelle Seul. Le film s'appelle Seul lui aussi. Et on va en parler tout à l'heure. Tout à l'heure, on voit des trucs, c'est ça? Tout à l'heure, on voit des extraits et on voit la bande-annonce de Seul. Ouais. Ensuite, donc Guillaume Moulin, qui est scénariste, mais qui au départ, bonjour, et qui est au départ directeur de casting depuis 2007. Et il travaille pour la télévision, le cinéma. Il a une société qui s'appelle Cap Studio Casting, et tu travailles avec ton associé qui s'appelle David Baranès. Vous avez notamment travaillé sur le casting des films de David, donc Seuls les 20 ans d'écart. Même Il aussi. Même Il, ok. Et aujourd'hui, ta collaboration au scénario sur Seul, c'est une première collaboration au scénario. Oui, c'est ça, tout à fait. Et que tu poursuis en ce moment, une collaboration, expérience de scénariste que tu poursuis avec Xavier Palude. Une coécriture, ouais, de son prochain long métrage, qui est notre projet commun maintenant en écriture. Ouais. Ok. Voilà pour les présentations. Je vais leur laisser la parole autour d'une première question. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre entrée dans le cinéma, votre parcours, vos premiers boulots voilà. Tout à fait fortuite. Ok. Un hasard heureux, je dirais. Non, la chance, d'abord, parce que malheureusement, il en faut beaucoup. J'ai vachement galéré quand j'ai commencé à vouloir faire des films assez jeune, mais je travaillais pas assez. Donc, j'ai beaucoup rien foutu d'ailleurs pendant des années, jusqu'à m'être réveillé un peu vers 25 ans, 26 ans, 27 peut-être. Et je faisais des cours, voilà, des cours que j'arrivais à finir de temps en temps. De temps en temps, je ne les finissais pas. Enfin, je faisais ça. Je ne sais pas si c'était une mot dilettante ou peut-être que j'arrivais pas à finir les choses. Et un jour, j'ai rencontré, parallèlement à ça, j'ai fait de l'assistanat à réalisation un peu, et je travaillais sur une série qui s'appelle H. Je ne sais pas
sais pas si vous voyez ce que c'est. Enfin, c'est une série avec Jamel, Eric et Ramsey qui était diffusée sur Canal à fin des années 90, début 2000. Et là, j'ai rencontré Xavier Palud, avec qui j'ai fait mes 2 premiers films. Et Xavier était beaucoup plus sérieux que moi. Il a fait des courts-métrages, il partait en festival. Il arrivait à finir ses films, ce que je trouvais assez courageux. En tout cas, voilà. Et je rencontre ce garçon avec qui on s'est très bien entendu tout de suite. Je crois que nos premières longues discussions étaient sur la musique de film, et c'est là-dessus qu'on s'est vraiment rencontrés. Un vrai coup de cœur d'amitié et plus tard professionnel. Et on suivait un peu nos carrières à distance parce qu'on était devenus inséparables. Enfin, on était tout le temps ensemble. Et un jour, je dis à Xavier, pourquoi on ne fait pas un petit film d'horreur parce que c'est cohérent. Enfin, moi, avant de vous raconter cette histoire-là, j'ai toujours aimé les films populaires. C'est-à-dire que je trouve que le cinéma que j'aime, c'est souvent des films qui sont destinés à être vus par le plus large public, et je trouve que lorsqu'on arrive à donner envie au public et raconter quelque chose, je trouve que c'est là où le cinéma prend vraiment son sens, en tout cas mon humble avis, parce que je pense que les films doivent être vus par le maximum de personnes. Et donc j'ai toujours envisagé, en tout cas quand je pense à une histoire, à ce que ça puisse séduire un public large. Et c'est vrai que le film d'horreur est un moyen assez... c'est-à-dire qu'avec un budget modeste, on peut quand même faire des films qui aient un fort potentiel commercial, parce que faire peur, c'est une émotion très forte. Faire peur, faire rire, faire pleurer. Et donc, on filme, on met une caméra, on filme dans une pièce vide, et puis on fait du bruit derrière la porte, ça peut faire peur. Et c'était l'époque où il y a eu, je crois que c'est Blair Witch est sorti en 2000, non? Un truc comme ça. Donc c'était un peu l'époque où le cinéma de genre, enfin le cinéma d'horreur avait beaucoup plus de succès qu'aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup plus de films, que ce soit aux États-Unis, un peu en France. En France, bon, on en parlera tout à l'heure, mais en France c'est plus anecdotique. Et je me suis dit à Xavier, pourquoi on n'essaie pas d'écrire un scénario qui fasse très peur, et un truc où on sait que ça va coûter zéro et des brouettes, parce que ces courts-métrages n'étaient pas suffisamment récompensés, que moi j'avais quasi rien fait, et que faire un film, on n'allait pas nous donner des millions. Donc il fallait trouver une manière de trouver un chemin entre nos envies de cinéma et la réalité des choses, c'est-à-dire pas d'argent. Et donc du coup, on s'est mis à écrire cette histoire très simple. C'est ce qu'on appelle un home invasion movie. C'est les Américains adorent mettre des mots sur les genres, les sous-genres, les sous-sous-sous-sous-genres. Alors ça, c'est un sous-genre, le home invasion. C'est donc un film d'horreur / un film où on rentre dans des maisons ou pas. Enfin voilà. Donc on peut rentrer dans un terrier, un truc, machin. Et nous, il se trouve que c'était une maison. Et donc on s'est dit 2 personnages, une maison. Quelqu'un va essayer de rentrer. Et on a essayé de tenir le plus longtemps possible l'histoire sur ce principe très simple. Et ça a été très long, en fait, parce qu'on se dit c'est simple, mais en fait ça peut être vite chiant. Donc du coup, on a mis 2 ans à écrire, 1 an et demi, avec encore 650 versions. On est passé par des savants fous, des trucs, enfin n'importe quoi, des extraterrestres, machin. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui était marrant, c'est de ne jamais savoir qui est-ce qui était derrière la porte. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film. Et qu'on a fait d'ailleurs, parce qu'après il a plein de défauts, c'est un premier film. Moi je pense que je le regarde, je me suicide dans la seconde, mais on a tenu le point de vue des personnages, que la caméra n'aille jamais de l'autre côté de la porte. C'est-à-dire que si encore une fois, je prends cet exemple de chambre et de porte, tu entends du bruit, et ben on entend je vais tuer Laurie, je vais tuer. Ben, on verra jamais, la caméra ira jamais vers le mec qui dit ça. Et tenir tout un film sur ce principe-là, c'était assez compliqué. D'ailleurs, c'est complètement anti-suspense, puisque Hitchcock parle de la caméra sous la table, de nous on parle, et puis de faire le plan sur la bombe sans que nous on le sache. Ben, nous, on n'a jamais fait le plan sur la bombe. Et c'est un exercice complexe, en écriture aussi, puisque le récit donc, qui était en temps réel ne peut pas être...
renforcés ou redynamisés par des artifices, en tout cas par ce genre de principe, de changer de point de vue ou de remettre de l'attention en montrant quelque chose que les personnages ne voient pas. Et donc on a écrit ce scénario en 1 an et demi, un truc comme ça. Et avant la version finale, au bout de 8 ou 10 mois d'écriture, on l'a envoyé à des producteurs. Mais par la poste, vraiment sans connaître grand monde. Et parmi ces producteurs-là, il y avait Richard Grandpierre, qui maintenant est le producteur officiel de comment il s'appelle, de Olivier Barou et Kad Merad. Il a un peu changé de politique, de production. Mais avant, il faisait vraiment beaucoup de films de genre. C'est lui qui avait produit Irréversible. C'est lui qui a produit Saint-Ange, un film de Logier qui était sorti en 2001. Le Pacte des loups, et c'est comme ça qu'il a commencé. Donc c'était un peu le producteur phare de ce genre de cinéma en France. Et on l'a envoyé à 5-6 personnes. Et parmi ces 5-6 personnes, donc, il y avait Richard. Et un jour, genre 2 semaines après, il nous appelle. J'ai lu votre scénar. Le début, c'est pas bien. La fin, c'est de la merde. Mais au milieu, il y a 45 pages qui m'empêchent de dormir. Donc je veux le faire. Et là, c'était vraiment un miracle, puisque on n'avait encore une fois pas fait grand-chose avant, donc on le rencontre. T'avais quel âge, toi ? J'avais 27, 28 ans, un truc comme ça. On n'avait pas fait grand-chose avant, et du coup, il nous a fait confiance sur le script. Et après, on a retravaillé avec lui le scénario pendant 6 mois, jusqu'à se mettre d'accord sur une version finale, en tout cas un final draft. Et ouais, ça a mis, je crois, 6 mois avec lui en nombre de versions. Je suis incapable, je te dirais 75. Parce qu'il y a des versions où on change une demi-page et d'autres on changeait la moitié du scénar. Mais, donc c'était un processus assez long, mais assez agréable. Puis on est parti. Tu veux que je te parle du tournage ou tu veux... Non, mais comment ça s'est passé justement ce développement avec lui, parce que ça nous intéresse. Oui, c'est ça, parce que le tournage on s'en foutait, mais oui. Comment s'est passé le développement exactement ? Comment vous avez travaillé à deux avec Xavier ? Comment le producteur est intervenu lui dans ses versions de travail ? Est-ce que vous lui faisiez lire souvent ? Quel type d'accompagnement il avait Alors avec Xavier, il y a une touche, il y a Azerty, moi j'avais le A, le Z, c'était lui, le E c'était moi, le R c'était lui. Donc c'était ça. Donc ça a mis du temps déjà pour écrire comme ça, doigt par doigt. Non. Non, c'est ce que je te disais, c'est un scénario qui donne envie aux producteurs parce qu'ils trouvaient le concept cool, qu'ils trouvaient qu'il y avait vraiment des scènes qui faisaient peur. Et après, lui ne croyait pas à tout, et donc on a travaillé vraiment. Voilà, il faisait ses notes, on réfléchissait à ses notes. Il y en avait qu'on trouvait on était d'accord, d'autres on n'était pas d'accord. Mais on a plutôt fait un travail. En tout cas, moi, j'ai pas l'expérience d'un truc où un producteur me dit quelque chose et je dis ah, ta gueule, c'est des conneries, je suis pas d'accord, mon film, c'est ça. Moi, j'aime bien le travail. Quand on choisit le bon producteur, j'aime bien lui faire confiance et j'aime bien être dans un échange. Alors évidemment, dans l'échange, il y a des, on peut aboutir à d'accord, d'autres pas, mais on s'est plutôt fait confiance et quelque part, si lui, ça le séduit pas, on va droit dans le mur. De mes 4 expériences de film, je crois que le truc le plus important, c'est vraiment, en tout cas, moi, y a un truc, je ne ferai plus jamais cette connerie, d'être sûr qu'on veut faire le même film avant de tourner. Il faut être sûr à 150% qu'on veut faire le même film. Sinon, si on commence à se dire, bon, attends, ça, je lui dis pas, je vais lui faire par derrière, machin, ça va droit au mur. Il faut vraiment être sûr de ça, c'est hyper important. Et donc, ça vaut aussi pour le scénar. On n'avait pas envie de tourner un film où on n'était pas tous... on n'était pas tous d'accord sur la qualité de la première à la dernière page. Et ça a pris du temps. Alors il faisait des notes, on discutait, puis on réécrivait, et puis relisait, et puis on réécrivait, et puis relisait, et puis on réécrivait. Et 6 mois plus tard, on dit ok, on est prêt. Est-ce qu'on peut parler du coup ce que vous avez utilisé un fait divers pour... En fait, on a grugé à mort. C'était l'époque basée sur des faits réels. Alors nous, c'est rien fait réel, rien du tout. Mais
Je devrais pas le dire d'ailleurs. Mais non, c'est pas ça, je devais pas le dire. Je devais pas le dire. À l'époque, je montais, quand on me posait cette question, Bah oui. je disais, oui, c'est un fait réel qui s'est déroulé en Roumanie en 1987. Un couple de Français. Non, ça n'a jamais arrivé. Mais on trouvait ça cool de mettre ça au début de la bande-annonce, based on factual stories, alors que rien du tout. Non, mais qui avait trouvé l'idée? C'était le producteur. Le producteur qui a eu cette sage idée, parce que finalement le film a pas mal marché, parce que le film a coûté un peu moins d'1 million d'euros, même moins que ça. Enfin, je pense qu'il a pris de l'argent sur le film pour le mettre sur un autre film, donc je pense qu'il a coûté moins que ça. Le film, on a tourné en Roumanie, on pouvait même pas repeindre les volets, donc vraiment on était vraiment dans un on arrivait à une très belle maison et dire Roumanie, tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, machin. On peut reprendre les volets? Non, ça c'est pas possible. Donc on n'a pas pu faire grand chose, mais bon, en même temps, on a tourné en vidéo avant que la vidéo devienne ce que c'est devenu. Donc ouais, le film n'a pas coûté très cher. Il a fait 250 000 entrées, ce qui pour ce genre de film français était plutôt pas mal. C'est pas dingue, mais en tout cas, le film s'est vendu dans 60 pays. Ils ont gagné de l'argent, quoi. Il y a eu un super succès en DVD, non? C'était pas aussi ça? Oui, pour ce genre de film, mais après, ça reste anecdotique par rapport aux gros succès commerciaux. Mais oui, le film a marché et a rapporté pas mal d'argent au groupe Studio Canal qui a distribué et vendu le film à l'étranger. Ok, merci David. Tu peux nous raconter, toi, ton expérience, ton entrée en tout cas dans le cinéma, même si c'est pas à travers dans le cinéma. cinéma, oui, tout à fait. Dans le cinéma, enfin dans le monde de la création, et comment arriver à en partant d'un parcours très qui n'avait rien à voir. On peut rentrer de 10 000 manières, hein, je veux dire, dans ce genre de monde entre guillemets. Bon, moi je suis pas je viens pas du tout de Paris, j'ai pas eu du tout de famille dans le cinéma. Il est de province. C'est ce qu'on disait avant. Maintenant, on dit région. Attention, même dans les scénars, faut regarder. Et donc moi, je suis arrivé vraiment à 18 ans pour faire une école de cinéma. Alors, par contre, je ne la nommerai pas. L'ESRA. Ça peut se trouver. 35 000 francs à l'époque. 7 753 euros par an. C'est peut-être encore en francs. C'est ça. Et donc, je voudrais faire un court-métrage, s'il vous plaît. Bien sûr, ça sera 7 753 euros. En plus, ouais, ça faisait payer les cours. C'était un petit peu... Parce que j'ai fait l'ESRA aussi. Voilà. Non, mais voilà, effectivement. Donc, c'était les écoles de cinéma à cette époque-là, enfin, en tout cas celle-ci, comme parmi d'autres, il n'y avait pas beaucoup de moyens de champ d'action, quoi. C'était vraiment, fallait vous mettre dans une catégorie une année, et si vous n'étiez pas le premier de cette catégorie, même si vous payez une école privée, on faisait pas grand-chose, quoi. Bon, et puis c'était pas l'ère de la vidéo, c'était pas l'ère de plein de choses, donc du coup, c'est bizarre. Vous payez, mais il faut être vraiment très très bon pour arriver à même faire des choses dans ces écoles-là. Donc ça m'a pas vraiment plu, ça m'a même un petit peu franchement désarçonné dans l'arrivée de ce métier, parce que finalement de cette école-là, de cette expérience-là, il me reste plus de connexion, plus de contact. Donc ça n'en créait pas à l'époque. Et par contre, après, en essayant de travailler quand même évidemment 2-3 contacts sur des plateaux, des tournages, etc., j'ai commencé par un biais par le casting, justement, pas vraiment par hasard, presque aussi. Et je me suis dit que j'allais commencer à écouter cette voix. Donc moi, c'était pas j'ai pas eu, disons, je suis quelqu'un passionné, un cinéphile, vraiment, depuis l'âge de, je sais pas, 10-12 ans, même avant peut-être. Et j'ai jamais eu, par contre, le désir au début d'être nécessairement réalisateur ou scénariste. J'ai adoré le cinéma, mais ça peut aussi être vampirisant, en fait, d'aimer beaucoup le cinéma et de se laisser, de toujours voir beaucoup de films. Là-dessus, il faut arriver à se dégager une personnalité pour arriver à raconter ses propres histoires. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été cette expérience-là. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais plutôt essayer comme je voulais quand même travailler, que ma vie ait quelque chose à voir quand même avec le cinéma et la création cinématographique, j'ai essayé de rentrer quand même par un biais un peu plus détourné pour moi, qui est le moyen technique, c'est-à-dire véritablement soit le tournage, soit la préparation. Donc le casting s'est présenté à moi comme ça. J'étais pas spécialement plus passionné que ça par le casting, je l'avoue, ni d'ailleurs particulièrement par plus les comédiens que ça à cette époque-là. C'était juste une manière de faire son apprentissage. Donc je l'ai fait, on va dire. Mais ça a été assez frustrant les premières années. Alors même si quand même, donc on s'est rencontré effectivement avec David. Il est né en 1976. Comme toi d'ailleurs. Hein, je crois.
Et donc on s'est rencontrés sur H, effectivement, c'est là où David était effectivement assistant. Et Xavier était palu, donc on évoque beaucoup. C'est vrai qu'il en manque. Il a derrière au fond. Il en manque presque. Salut Xavier. Et non, il vient pas. Merde, dommage. Non, et en fait, bon, c'est vrai que on est quand même dans un pays qui fonctionne aussi comme ça. C'est notre culture. C'est-à-dire que les contacts qu'on s'est créés, par contre, à cette époque-là, bah, on les a toujours. Hein. C'est ce qui crée vraiment de la confiance. Et après, une confiance qui est mise dans le travail. C'est-à-dire que bon, il y a les relations évidemment amicales, mais c'est une confiance qui aussi peut se lier au long cours et qui aussi permet des collaborations. Bon, je vais couper un peu plus vite après, mais donc moi j'ai fait tout mon apprentissage en casting. Simplement, le directeur de casting pour lequel je travaillais faisait énormément de pubs. Donc c'est très bien pour le tiroir caisse, tout le monde est d'accord. Bon, par contre après pour l'évolution et pour essayer de véritablement être dans un processus créatif, c'est pas quand même ce qu'il y a de plus enrichissant. Après donc il s'est arrêté, donc moi j'ai repris ses activités donc avec mon collaborateur. On est en 2002. David Paranès. 7. Et je vais faire moins long que toi. Et donc après, on s'est plus dirigé avec mon collaborateur en casting, plus sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire des fictions. Parce que là, donc là, on est confronté véritablement au scénario. Évidemment, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on l'a évidemment en préparation, et nous, on doit aussi avoir des idées par rapport à un réalisateur ou une réalisatrice, mais tout le monde est différent. Tout le monde a une manière de travailler différente, et donc une confiance se crée aussi par rapport à un goût commun et un partage commun où se crée l'envie. Voilà. C'est une envie de travailler ensemble. Alors évidemment, il y a parfois l'expérience qui parle pour les gens. Quand on a fait 10, 15 films qui ont cartonné, évidemment, ça c'est une carte de visite qui parle pour vous. Ce qui a été le cas d'ailleurs après 20 ans d'écart. C'était effectivement le cas. On a plus d'appels après un succès qu'avant. Enfin, voilà, pour rester binaire, hein, c'est un petit peu ça. Mais il faut quand même donc respecter aussi, on a le droit de travailler sur un projet ou pas. Je pense que c'est difficile quand même de travailler sur un projet, même si on doit tous travailler sur un projet qu'on n'aime pas. Ça me paraît évident, on met pas la même énergie, ni le même cœur, ni la même confiance de partage dans le dialogue avec un réalisateur avec qui ça ne fonctionne pas ou pas trop, quoi. Ça devient plus professionnel et froid qu'autre chose. Ça m'est arrivé une fois, je ne veux pas citer le nom non plus. Non, je ne ferai pas. Enfin, je peux, c'est pas grave. C'était Emmanuel Mouret, mais c'était juste parce que j'aime beaucoup son cinéma. Non, mais on ne sait pas. C'est juste qu'on ne s'est pas vraiment compris dans l'exercice du dialogue. Maintenant, le film s'est fait, c'était très bien. Ça, le casting s'est quand même fait. Mais c'est plus difficile c'est quand même des relations qui se font dans le dialogue. Et dans le dialogue, alors après, tout le monde n'est pas toujours disponible, mais dans le dialogue, dans la confiance. Et je dirais ça, c'est surtout la confiance. Pour retravailler avec un réalisateur, si vous avez déjà travaillé avec lui, la confiance s'installe. Qui d'autre? Ça va, c'est bon. Non, ça va. Balance. Je sais pas, David Moreau peut-être. Et bon, voilà. Après, donc, pour ce qui est du processus d'écriture, après moi qui est venu plus tardivement, voilà, je vais aller plus vite. Donc c'est effectivement après, comment dire, l'envie pour moi aussi, c'est remonter chez moi de vouloir commencer à mettre un peu plus de côté ce métier qui n'est pas non plus qu'un métier qui me rapporte de l'argent. Le casting, c'est un métier que j'aime beaucoup faire maintenant, qui est toujours changeant, toujours différent. Il faut avoir toujours des idées, et des bonnes idées, si je puis dire, et épouser le goût. Bon. À force de lire les histoires des autres aussi, ça commence à créer l'envie de participer à ce processus-là. Et David, par exemple, m'a fait lire tous ces scénarios à peu près à toutes les versions, depuis alors Paziaï, effectivement, après aussi sur 20 ans d'écart, qui est passé par plein de titres très drôles, il nous dira ça tout à l'heure d'ailleurs, dans les versions de travail, je pense. 474 versions. Non mais les titres, je parlais. Ah oui. Et donc ça aussi, ça vous forge aussi, parce que voilà, on fait des sortes de mini-fiches de lecture entre nous sur comment on doit évoluer, et on vous laisse plus ou moins de marge par rapport à, surtout qu'on se connaît, qu'on a confiance, encore une fois. Et cette confiance est transformée en travail concret, en fait, sur... Alors, il y a eu un petit épisode avant Seul, en fait. On avait décidé, David m'avait proposé qu'on essaye de travailler... parce que voilà, se dégage aussi de séances de travail, des goûts communs, un désir de travailler ensemble et de partager des choses, et surtout d'essayer. Si on n'essaye pas, par définition, on ne peut pas se rendre compte. Donc on avait essayé d'écrire une série fantastique un petit peu, on va dire, avec toutes les proportions, les parallèles que ça fait avec Black Mirror,
à la française, qui était donc une série d'anthologie avec des thèmes, avec un thème récurrent, mais avec des personnages qui n'avaient rien à voir d'un épisode à l'autre. Ça n'intéresse pas les chaînes françaises a priori, donc ça ne les intéressait pas, mais ça nous a permis de tester entre guillemets une collaboration. Pour arriver ensuite au projet donc de Seul, David avait commencé à travailler ensemble, était assez pris par d'autres travaux à côté, et m'a proposé donc quand on a commencé aussi le casting, on avait un peu fait les choses dans tous les sens sur ce projet. On avait voulu commencer le casting avant aussi d'avoir le scénario pour simplement aussi s'inspirer parfois de ce qu'on pouvait trouver, mais aussi pour se rendre compte de ce qu'on peut faire avec des enfants de 12 ans ou de 15 ans, ce qui n'a rien à voir par rapport à un discours quand même sur la violence et sur plein d'autres choses. Oui, parce qu'il faut spécifier que Seul, le film qui va sortir en février, c'est une adaptation de la BD du même nom, écrite par Fabien Vellman et Bruno Gazzotti. C'est ça. Voilà. Ouais. Gazzotti. Et donc quand David m'a proposé de travailler avec lui, on a mis ensemble une stratégie pour s'entendre, mais on détaillera ça peut-être après. Voilà. Et du coup, moi, j'ai d'autres projets, donc un avec Xavier Palude, décidément, on en parle beaucoup. Et oui, c'est normal. Et d'autres, et puis d'autres projets, mais je pourrais en parler après, peut-être. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut parler de ton expérience hollywoodienne ? Oui. Alors, en fait, après vous avez été contacté avec Xavier par les États-Unis. Donc, en général, le président des États-Unis nous a appelé en direct. Par Tom Cruise et Paula Wagner. C'était George Bush à l'époque, un mec adorable. Hey David. Donc par Tom Cruise et Paula Wagner, qui avait une société de production dont je ne connais pas le nom d'ailleurs. Tom Cruise, Paula Wagner Production. D'accord. Cruise Wagner, ouais, c'est ça exactement. Donc, comment ils vous ont contacté ? Qu'est-ce qu'ils avaient à vous proposer ? Est-ce que c'était qu'est-ce qu'ils attendaient de vous en fait, en allant chercher des réalisateurs européens pour faire un film de genre ? L'idée, c'était. C'est très simple, Laurie. C'est très simple. Le film d'horreur en France, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous voyez un film, les gamins adorent ça. Vous voyez un film, une bande-annonce d'un film qui fait peur. Vous voyez avec Gilles Lelouch et vous y allez pas parce qu'il y a un truc, c'est très bizarre, mais je continue à le penser, c'est que le terrain de jeu narratif du cinéma français est malheureusement un peu trop restreint à mon goût. Parce que toutes les histoires fantastiques ou de science-fiction, en tout cas, moi, le cinéma que j'ai aimé quand j'étais gamin et le cinéma que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un cinéma qui est vachement difficile à faire en France, mais pas que pour des raisons de financement, pour des raisons de casting voyage vachement mal. Les acteurs voyagent très mal dans différents genres. Je prenais l'exemple de Gilles Lelouch, qui n'est pas un mauvais comédien, mais imaginez-le dans une navette spatiale. Gravity avec Gilles Lelouch, je n'y vais pas. Je ne peux pas. Je peux pas parce que il a. Je sais pas si c'est la proximité. Des histoires qu'on raconte dans le cinéma français qui sont donc relativement tout le temps des histoires réalistes, souvent à 90%, 12 exactement. Mais bon, c'est difficile donc de faire ce genre de cinéma-là. Donc il y a eu à un moment, donc en 2000, alors je crois que le premier exemple, c'est un film qui s'appelait Promenons-nous dans les bois, en 98, un truc comme ça, qui est un film un peu un scream à la française, qui avait vachement bien marché, avec d'un garçon d'ailleurs après qui a fait un film Président, je crois, avec à Dupontel, je sais plus comment il s'appelait ce réalisateur. Et le film, pardon ? Lionel Delplan. Bravo. Et Guillaume, je l'appelle IMDB, c'est un truc de malade. Tout à l'heure, on peut essayer, vous demandez de l'accessoiriste de Butch Cassidy, il va vous sortir le nom des 16 films qu'il a fait derrière. C'est assez fou. Bref. Et donc, ce film-là avait fait 800 000 entrées, ce qui était un gros truc. Et c'était Pathé qui avait sorti le film. Ils avaient fait une affiche un peu comme dans Scream, avec tous les visages comme ça, des jeunes très beaux au premier plan, avec une jolie nana, un joli mec. Enfin bon, bref. Le film avait pas mal marché. Et donc après, il y a eu Aja, Alexandre, qui a fait un film qui s'appelait Haute Tension. Avant, il avait fait un film de science-fiction avec Marion Cotillard, d'ailleurs, qui n'avait pas super bien marché, mais il a fait Haute Tension, qui n'a pas d'ailleurs en salle vachement marché, parce que le film a fait 100 000 entrées, je crois, à peu près. Mais
ça a relancé, comme le film était assez réussi, ça a relancé un peu chez plein de réalisateurs de ma génération l'envie de faire ce genre de cinéma-là et des producteurs de prendre le risque de faire ce cinéma-là. Il est sorti, ça a pas mal marché, donc du coup Canal+ a lancé une collection qui s'appelle French Fryer. Donc du coup ils ont produit ils ont cofinancé une dizaine de longs métrages qui ont malheureusement pas trop marché, même pas du tout pour certains. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que ce cinéma-là en France c'est anecdotique. D'ailleurs on dit tout à l'heure tu disais à la française, c'est terrible, on s'en fout que ça soit à la française. Les gens ils veulent avoir des bons films, que ça soit à la française ou à la turque, tu vois. Mais c'est vrai qu'on dit souvent un film de, tu vois, je sais plus le film avec Jean Reno là, le truc, le polar, un Die Hard à la française, anti-gang. Je vois les affiches, c'est un film de flingue. Et marqué Die Hard à la française. Déjà, revoir Die Hard, mais Die Hard à la française, on s'en fout, quoi. Genre, je pense que le public n'est pas intéressé par aller voir un film parce que c'est à la française. Le public est intéressé d'aller voir une histoire qui lui donne envie. Bref. Et donc, ce cinéma-là, un cinéma qu'on fait très peu en France. Par contre, aux États-Unis, à l'époque, c'était un cinéma qu'on faisait beaucoup. C'était l'époque des remakes de films de cheveux japonais. Vous savez, des films avec des femmes qui ont des cheveux qui vont... Il y avait The Ring, The Grudge, The Truc, The Schmurt, ce machin. Et les films marchaient pas mal. Donc du coup, il y a une grande... Enfin, cette époque, je crois que je dirais 2000 à 2008. Nous, on a fermé la parenthèse de 2000 à 2008. Je dirais qu'il y a une époque où le cinéma américain... 2008, c'est la crise des scénaristes, la grève des scénaristes, et qui a vraiment fait une grosse rupture sur l'industrie hollywoodienne. Après 2008, ça a complètement changé. Mais donc, je dirais de 2000 à 2008, beaucoup de ce genre de films se faisaient parce que c'était des films qui marchaient. Et donc, du coup, c'est industriellement parlant, ce sont des films qui avaient un sens. Et donc du coup, ils ont besoin de gens pour faire ces films, et donc ils vont chercher des gens partout, en France, en Italie. Enfin, en Italie, il n'y a pas trop d'exemples, mais en Espagne, il y a beaucoup de... Parce qu'en Espagne, c'est encore un autre truc, mais les Espagnols ont beaucoup plus le goût du genre que nous, parce que c'est plus lié à leur histoire, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon. Donc, ils voient tous les films qui se font de genre dans le monde, évidemment pas qu'aux États-Unis, parce que les réalisateurs américains sont tout de suite représentés. Et nous, a été montré au Festival de Berlin en février 2006 d'ailleurs, et suite à la projection au Festival de Berlin, on a eu les 4 agences de talent, les 4 plus grosses, UTA, CIA, ICM et William Morris, qui voulaient nous représenter parce qu'ils avaient vu le film et qu'ils trouvaient que le film était cool, ou en tout cas qu'ils pensaient qu'ils pouvaient nous faire travailler. On a choisi William Morris parce qu'ils avaient John Carpenter, et que je suis un fan invétéré de John Carpenter. Moins depuis que je suis allé le voir en concert, mais mais j'adore John Carpenter. On leur a dit ok, on signe chez vous si vous nous présentez, si on passe un après-midi avec John Carpenter, ce qui s'est passé d'ailleurs. C'était génial. Et donc du coup on a signé avec William Morris. William Morris, donc grosse agence qui est devenue William Morris Endeavor, qui est je crois maintenant la plus grosse agence avec CIA à Hollywood. Et donc du jour où on a signé, pour la première fois de ma vie, j'ai reçu, je sais pas, 10 scénarios par semaine. C'est-à-dire qu'aux États-Unis. De genre, du coup. Oui, pas de comédie romantique. D'accord. Mais évidemment, si on fait, ils n'ont aucune imagination. Donc, si on fait un film de genre, on nous envoie des films de genre. Et du coup, on nous a envoyé plein de scénarios qu'on a lus parce que c'était génial pour des Français. Parce qu'en France, il n'y a pas du tout ce principe-là. En France, les scénarios ne tournent pas. Malheureusement, c'est les réalisateurs qui écrivent souvent. Et quand le métier de scénariste existe moins en France qu'aux États-Unis. En tout cas, non, mais d'être uniquement scénariste d'un film, alors qu'aux États-Unis, il y a 75 000 scénarios à Hollywood qui tournent par an. Donc, mais ils vous avaient même pas demandé si vous aviez un projet éventuellement où ils s'en foutent? Si, non, on avait un projet d'ailleurs qu'on avait commencé à écrire. Mais donc du coup, on a reçu plein de scripts et puis au bout d'un moment, nos agents nous ont dit que ça serait peut-être pas mal d'aller rencontrer des producteurs. On est parti à Los Angeles 10 jours. Je crois qu'en 10 jours, on a rencontré 100 producteurs, un truc comme ça. C'était un délire, quoi. Et parce que c'est comme ça là-bas, c'est pas nous. Après, ils sont complètement fous. Ils disent, "Oh, you're the new Alfred Hitchcock. Yeah, it's great, it's amazing." Machin. Et donc, on n'y croit pas parce qu'on était 2, mais je pense que quand tu es tout seul, ça te monte à la tête et tu perds un peu la boule. Et donc, sur cette centaine de rendez-vous, on a dû avoir 10 propositions de films.
des vraies propositions, des propositions concrètes de films qui rentraient en production. Et on a évidemment fait la pire des décisions en choisissant le film qu'on a fait. Parce que je pense que le scénario, évidemment, nous avait plu, alors parce que c'est l'histoire d'une aveugle qui recouvre la vue suite à une greffe de la cornée, et en recouvrant la vue, elle se demande si les formes bizarres qu'elle voit, c'est des fantômes ou si c'est elle qui devient folle. Et ce travail sur les points de vue subjectifs de ce personnage et sur est-ce que c'est de la folie ou est-ce que c'est vraiment concrètement un fantôme, moi toujours, ce genre de thème m'a toujours plu, et Xavier aussi, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce film. Après on l'a fait avec une productrice qui avait beaucoup de pouvoir à l'époque à Hollywood, qui s'appelait Paula Wagner, qui était donc l'ancienne agent de Tom Cruise, devenue sa productrice, qui avait produit Mission Impossible et compagnie, et The Other d'ailleurs, super film d'Amenabar. Et du coup, on a décidé de choisir ce film-là. Et je me souviens, là, il y a une autre productrice qui était la productrice de Wes Craven, qui voulait qu'on fasse le remake de La Dernière Maison sur la Gauche, qu'on n'a pas fait pour faire ce film-là. Elle a fait: David, Xavier, vous signez avec le diable. Mais non, c'est bon, elle est trop cool, elle est trop cool. C'était le diable en personne, en Prada. Mais vraiment en Prada, d'ailleurs. C'était terrible, quoi. Et ça a été un cauchemar. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Alors, déjà... Ah, le cauchemar, ouais. Cool. Cauchemar, pas au début d'ailleurs. Alors évidemment, au début, c'est magique. Parce que vous rencontrez, comme je te dis... Parce que vous avez vraiment souffert en fait de ne pas être traité comme un auteur-réalisateur comme vous l'étiez en France. Non, mais on s'en fout. Non, moi, je n'ai jamais été traité comme un auteur-réalisateur. Non, mais ça, c'est un... Enfin, je sais pas si c'est un vrai... Déjà, est-ce que vous avez contribué à l'écriture du scénario qui était écrit au départ par Sébastien Gutiérrez? Est-ce que vous avez repris l'écriture? Oh, mais Laurie, mais viens travailler. Ouais, tout à fait. Sébastien Gutiérrez, qui n'est pas un mauvais scénariste d'ailleurs, qui avait écrit un film qui s'appelait Gothica, que je trouvais que Kassovitz a fait, qui était pas mal. Moi, je trouve, tout le monde trouve que c'était pas bien. Moi, j'aime bien ce film. Et du coup, ils ont dépensé 4 millions de dollars sur le scénario. Quand nous, on est arrivé sur le projet, ils avaient dépensé 4 millions de dollars. C'est-à-dire que je crois qu'elle avait fait réécrire 120 fois par tous les scénaristes d'Hollywood. Et comme elle est folle furieuse et qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle fait un peu plus jaune, non, bleu, non, vert, non, bleu, non, mais du jaune, mais un peu de... Donc, c'est un enfer. Et nous, on a retravaillé le scénar pour aller plus dans le sens de ce qui nous intéressait dans l'histoire. Comme je te racontais tout à l'heure, je vous racontais les points de vue, le fait d'une fille qui se demande si elle est folle, alors que l'histoire était traitée de manière plus plus américaine de les fantômes. Les fantômes sont méchants et les gentils fantômes, les méchants fantômes, machin, ce qui n'était pas très intéressant. Mais la personne qui en recouvrant la vue se demande si ce qu'elle voit est normal ou pas, c'était vraiment intéressant. Donc nous, on allait là-dedans dans l'écriture. Et plus tard dans le film d'ailleurs tel qu'on l'a réalisé, et puis là, je m'en souviens, genre une semaine avant le début de la production, enfin pas de la prépa, non, du tournage, elle fait ça ne va pas, le scénario ça ne va pas, il faut le faire réécrire. Christopher McQuarrie, que vous devez connaître, qui est le scénariste de Usual Suspect, qui a fait comment s'appelle le truc avec Tom Cruise? Mission Impossible. Non, Jack Reacher. Jack Reacher. Mais c'est un gros scénariste, le mec qui est donc oscarisé pour Usual Suspect. Elle fait ça ne va pas, Christopher est libre une semaine, il va faire un draft. Mais on tourne dans une semaine, Paula. Non, mais oui. Et le mec écrit un draft en un week-end. Et donc il y a des pages, ce qu'on est les Pink Revisions, c'est les dernières révisions avant le tournage. Donc on avait le scénario qui était blanc avant le week-end. Et le scénario qui, après le week-end, était rose à 70%. Donc 70% du scénario a été réécrit. Et c'était un bit. Et le mec qui a dû... Et je sais maintenant qu'il a été payé $500 000 pour 2 jours de travail pour faire une réécriture sur le scénar. Donc, parce qu'il est payé $500 000, il se dit qu'il faut mettre des mots, quoi. Sauf que ces mots, c'était lamentable, les dialogues étaient nuls, machin. C'est un super scénariste, hein, mais ils s'en foutaient, je pense qu'il a pris son chèque et que voilà. Et donc on se retrouve avec 70% du scénario réécrit une semaine avant le tournage, donc on a dû tout rechanger, machin. Donc c'était à chaque fois des discussions, virgule par virgule, enfin bon bref. Et on est arrivé avec un scénario un peu changé, mais relativement un peu plus que ce qu'on avait fait. Mais ils sont fous avec leurs scénaristes. Ils ont l'impression qu'en fait... on peut sectoriser les talents d'un auteur en disant tiens, le mec qui écrit des bonnes scènes d'amour, le mec qui écrit des trucs, machin. Donc du coup, les scénars qui sont développés longtemps comme ça, ce qu'on appelle aux États-Unis un development L, l'enfer du développement. Il y a des scénars qui traînent depuis 10 ans, qui ont été écrits par 70 scénaristes. Et L,
Coppola, Wagner, qui était habitué donc à travailler avec 100 millions de dollars par film, donc d'avoir les moyens d'eux, adorait réécrire et trouvait que si c'était le mec à Oscar, c'était le mec qui allait écrire la bonne version du scénario, alors que c'est complètement débile. Et votre collaboration avec Xavier, elle a tenu face à ce... Bah non, parce qu'on a arrêté de travailler ensemble après, mais c'était pas par rapport à, c'était pas, ouais, parce qu'on était très déçus, parce que quand on arrive avec des rêves plein la tête, parce que moi j'adore le cinéma américain et que quand on rencontre nos idoles, je vous raconte une histoire rigolote. Quand on tourne un film aux États-Unis à deux, il faut avoir un waiver. Enfin, quand on fait un film Guild, donc la Directors Guild, qui est le syndicat des réalisateurs, qui est 90% des films aux États-Unis se font Guild. Donc, c'est des films qui doivent se respecter les règles de la Guild. Et quand on est réalisateur et qu'on fait un film à Hollywood ou ailleurs, mais un film Guild, on est obligé d'être syndiqué. Donc on était syndiqué à la Directors Guild et quand on est deux réalisateurs, il faut un waiver, une autorisation d'un guild pour réaliser à deux. Depuis Victor Fleming et Autant n'emporte le vent, où Zanuck a repris le montage, je crois, ou a réalisé des scènes. Il a fait 2 ou 3 semaines de reshoot, Zanuck, en tant que producteur sur Autant n'emporte le vent. Et du coup, la Directors Guild a dit maintenant, il n'y a qu'un réalisateur qui peut réaliser un film. Donc, du coup, c'est un réalisateur par film. Et quand on est deux, on doit passer devant un comité. Et donc, je m'en souviens, j'étais dans un bar, ce qui m'arrive régulièrement, un vendredi soir, et notre agent nous appelle. Il dit David. Oh, il parle français, je ne sais pas pourquoi je fais un accent. David. Alors, il est un peu du sud d'ailleurs, alors ça marche pas bien. Il a un accent un peu de Marseille. Et il me dit David, bon, c'est un peu moins glamour l'histoire. David, vous devez être à Los Angeles lundi parce que la dernière commission avant le tournage est lundi matin. Donc il faut que vous preniez un avion ce soir ou demain matin pour être à Los Angeles lundi et passer devant la commission. On prend un avion le samedi matin. Alors, le studio, c'était Lionsgate qui nous avait envoyé là-bas. Donc, évidemment, ils étaient un peu fauchés. C'est un studio ils sont un peu radins. Donc, du coup, on avait fait un vol Paris-Alaska, Rio, Los Angeles, parce que ça doit être moins cher. Au bout de 20 heures de vol, on arrive à la Guild. C'est très, très beau. C'est un grand building sur Sunset Boulevard. Un truc immense. Je ne pensais pas du tout que le syndicat, c'était aussi grand. Et il nous installe dans un petit vestibule en attendant d'être reçu par le comité des réalisateurs de, je sais pas, de téléfilms ou de machin. Donc ouais, on pensait qu'il y avait 3 mecs comme ça. Ils nous attendaient, vous allez faire quoi, machin. Du coup, oui, c'est bon, allez, on attend 5-10 minutes. Puis ils ouvrent la porte et là, on voit un bureau ovale immense. Et là, je fais Robert Zemeckis, Michael Mann, il y avait qui d'autre Zemeckis, je sais plus qui d'autre. Il y avait deux, trois gros réals. Et il y a un mec avec une casquette en face de moi, comme ça. Il fait bon, alors il regarde notre dossier, il fait alors racontez-nous comment vous réalisez à deux. Et c'était Spielberg. Et là je fais j'avais pris des Lexomil dans l'avion, je déteste ça. J'étais complètement fumé et je vois Steven en face de moi à 30 cm qui me demande pourquoi on réalise à deux. Et donc je crois que je les ai fait marrer parce que. Tu t'en es sorti avec des blagues de cul en fait. J'ai dû faire 2-3 blagues. Oui, c'est ça. Oui, j'ai fait des blagues de cul, c'est vrai. Mais bon, ça a plutôt fait marrer. Et donc ils nous ont donné l'autorisation. Et tout ça, c'est pour parler de la relation avec Xavier. Et donc du coup, voilà, on a réalisé ce film-là, le film d'avant ensemble. Et pourquoi ça n'a pas résisté ? Parce qu'on vit des moments comme ça géniaux de rencontrer son idole qui nous donne quelque part, qui nous signe un papier comme à l'école en disant c'est bon, tu peux y aller, tu peux jouer. Et c'était trop douloureux parce que le tournage s'est super bien passé et au montage on s'est fait défoncer parce qu'elle a voulu voir le film beaucoup trop tôt, au bout de 2 semaines de montage, ce qui est ridicule. Et comme elle comprend rien, incapable de se projeter parce qu'il y avait des effets spéciaux, machin, elle a trouvé que c'était nul et elle nous a viré du montage. Donc on n'a pas monté le film. Et le film n'est pas du tout ce qu'on voulait qu'il soit, donc c'était hyper douloureux. Puis après, il a fallu faire la promo avec un film qu'on trouve absolument. Alors on aurait pu avoir une éthique et dire non, on n'y va pas. Sauf que on n'a peut-être pas eu assez de couilles et on l'a fait. Et c'est horrible de se retrouver à projeter un film qu'on n'aime pas et devoir dire alors. Ouais, et les journalistes qui trouvaient aussi que c'était de la merde parce que le film n'est pas bon. Et donc, mais eux, les Américains, ils arrivent à faire semblant. C'est super ton film, machin, et c'est super, et on a envie de pleurer et de se dire que c'est de la merde, sauf qu'on peut pas, et d'être piégé comme ça à travers un.
je sais pas, c'était trop douloureux, donc écoute, voilà, on s'est dit que... En fait, ce qui est terrible, c'est que je crois qu'un succès, tu le partages, et un échec, non, c'est pour ta gueule. Donc en fait, c'était trop violent, et on s'est dit que le temps était venu de raconter les histoires qu'on avait envie de raconter. Chacun de votre côté. Exactement. Donc 20 ans d'écart. Tu décides de faire 20 ans d'écart, donc après 2 films de genre, tu décides de faire une comédie romantique. Non, j'ai écrit un film de science-fiction après, Ouais. qui ne s'est jamais monté. Mmh. Parce qu'un film de s'appelait- je ne sais plus. C'est illisible, je l'ai revu, c'est horrible. 163 versions, pareil, je relis. Ça vous arrive souvent de relire des trucs, c'est horrible, c'est vraiment atroce. Page 2, putain, alors qu'on trouve ça vraiment bien au moment où on l'écrit. Bon, bref. Et donc j'ai écrit un film de science-fiction qui ne s'est jamais monté, développé par Richard Grandpierre aussi, et on n'a jamais pu le monter, on voulait le faire en anglais, tout machin, bon bref. Et puis au bout de 3 ans, sans travailler, il y a un numéro, je sais plus, c'est 3664 qu'on fait quand on interroge sa banque ou je sais plus quoi. Votre compte présente un solde débiteur de 17 743 €. Et là, on se dit, on est obligé de bosser, quoi. Et moi, j'étais obligé de bosser, et j'ai rencontré un vieux pote producteur qui me dit, mais fais une comédie. Je fais, non, c'est de la merde, je veux pas faire de comédie. Moi, c'est des films d'horreur. Fais une comédie. Non, votre compte présente un solde débiteur de 17 753 €. Et j'ai fait 20 ans d'écart par nécessité, parce que je devais bouffer. J'avais pas envie de faire ça. Et j'ai appris que dans la contrainte, en fait, en n'allant pas forcément là où on rêverait d'aller, en fait, c'est vachement agréable. Et j'ai adoré l'écriture de ce film, j'ai adoré faire ce film, parce que peut-être c'était pas du tout le cinéma qui me fait rêver. La dernière fois sur iTunes, je vois qu'il était dans Soirée entre filles, le cauchemar, quoi. J'ai réalisé un film Soirée entre filles, l'horreur, quoi. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça. Donc, alors, le producteur, en fait, avec qui je bossais, enfin, qui a produit seul aussi, un mec qui adore les pitchs. Il est très genre comme beaucoup de producteurs que vous avez rencontrés ou que vous allez rencontrer, des gens qui pensent que voilà, un film c'est une bande-annonce, c'est une synthèse, c'est un pitch, c'est une tagline, c'est un truc. Et lui, il adore ça. Donc c'est le producteur c'est lui qui avait produit tous les films avec Michael Youn. La Buzz, Incontrôlable, et un autre film, je ne sais plus comment ça s'appelait, Les 11 Commandements, et après il a fait un autre film, il avait fait un film d'un peu de genre qui s'appelait Blood, une adaptation d'un manga, et un film merveilleux que je vous conseille qui s'appelle Cinéman. Quelqu'un l'a vu? De Yann Moix, incroyable, un film assez ambitieux d'ailleurs sur un personnage qui voyage dans les films, et donc... Mais 20 ans d'écart, donc Abel Namias, qui est donc fan de pitch. Fan de pitch, me dit t'as pas un truc, machin. Et puis je sais plus, j'ai un truc. Une histoire d'amour entre un truc de Cougar. Cougar, j'adore, vas-y, écris. Donc Cougar, page 1, Cougar. C'était le titre du Oui, travail. Très beau titre. Beau. Ouais. 20 ans d'écart, c'est pas terrible non plus, mais Cougar, c'est encore pire. Cougar. Ok, allez, on y va, 10h du mat, la douche. Mais tu avais un co-scénariste pour Cougar. Alors, Amro Hamzaoui. Tout à fait. Qui, le garçon avec qui j'ai écrit, je l'avais rencontré pour faire l'adaptation en anglais du scénario d'avant. On avait développé un scénario j'avais oublié ça, un film d'horreur qui ne s'est jamais fait. Et du coup, je lui ai proposé d'écrire avec moi 20 ans d'écart. Et donc, au début, sur ce pitch-là, on travaille et puis finalement on écrit une sorte de on écrit un traitement et on part 2 semaines écrire la première version en 2 semaines. Très mauvaise idée. Et c'était quoi le pitch de départ? Est-ce que ça ressemblait je sais plus ou moins pas, c'est un truc une meuf, je sais plus, ça ressemblait pas au film en tout cas? Non, parce qu'en fait c'est Amro qui a trouvé. Donc non, au départ c'était vraiment de surfer un peu sur ce sujet de société tellement passionnant en 13e6 qui est les différences d'âge dans l'amour, et de raconter l'histoire d'un petit jeune qui tombe amoureux d'une nana plus âgée qui le rend un peu malheureux. C'était ça. On a écrit une version et le producteur a lu la version et a dit c'est la pire merde que j'ai jamais lue de ma vie. D'accord. Et c'est vraiment que c'était pas bien. Et on s'est mis à repenser, on a relu le scénar, et c'était vraiment pas bien. Et Amro, avec qui donc, j'ai écrit l'histoire, a trouvé l'axe,
l'inciting incident, comme on dit, qui a permis de rendre l'histoire plus intéressante, puisqu'en fait, c'est une nana qui fait semblant de sortir avec un jeune pour avoir l'air cool au boulot. Et cette idée-là a vraiment complètement redynamisé. Même, on est obligé de complètement réécrire l'histoire. On a réécrit à travers cette dynamique-là, ce prisme-là, et c'est devenu le film que certains ont vu et on a fait vraiment 35 ou 40 versions parce que le producteur était vraiment chiant, il nous a essoré jusqu'au bout. Mais le film, je l'ai revu, ça marche encore, je crois. Mais voilà, c'était long. Ok, bah, si ça vous dit, on va regarder un extrait de 20 ans d'écart, qui est donc une séquence qui se situe au début du film après une courte, après un court prologue de Alice Lantins à Rio. Et c'est la scène de la rencontre entre les deux personnages. Et est-ce que juste tu peux pitcher pour ceux qui ne l'auraient pas vu le film ? C'est Alice qui est jouée par Virginie Efira, qui est une meuf de 40 ans. Enfin, elle était un peu plus jeune à l'époque, mais dirons-nous qu'elle a 40 ans. Et qui travaille dans la presse féminine. Et elle est pas très... Et son boss lui préfère une nana qui travaille avec elle, qui est un peu plus branchée. Et donc, elle a 40 ans, elle a plus de mec, elle a une vie de... C'est marrant parce que c'est un peu le même pitch que le film qu'elle a fait après, la Victoria. Enfin, c'est un peu le même genre de ouais, mais bon, c'est une histoire d'amour entre un jeune et... Tout à fait. Mais c'est pas du tout les mêmes mécanismes, pour le coup. C'est vrai, rien à voir. Je sais pas pourquoi je dis ça. Rien à voir. Et donc, du coup, comme elle est pas assez cool, un jour, par accident, elle rencontre un jeune homme qui va avec qui deux meufs du bureau vont croire qu'elle sort avec lui parce qu'il la ramène chez elle pour un incident à la con. Je sais même plus ce qui se passe. Je crois qu'elle a oublié elle a oublié un truc dans un bar. Enfin, bref. Et USB dans un avion, mais c'est pas un pitch. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout un pitch. Je suis bon, non? Alors l'histoire. Non, c'est pas ça. C'est un homme. Peut-être qu'on va comprendre en voyant voilà, l'extrait. Voilà, c'est ça. Je arrête d'en parler. Est-ce que vous avez compris les dialogues? Non. Alors, au début de la scène. Bon, déjà, on a choisi cette séquence ensemble parce que c'est donc la séquence de rencontre traditionnelle dans un film, dans une comédie romantique. Voilà, donc deux personnages complètement opposés au départ, une femme de 35 ans, 40 ans. Oui. Bon, tu vas nous en parler Qu'est-ce que tu voudrais que je te raconte? Tu vas nous raconter comment cette scène a été écrite, comment est-ce que la scène de l'avion, la scène de la rencontre dans l'avion, c'était... En fait, ce qu'il fallait, c'est ce qui était marrant à faire. Déjà, l'avion, moi, je déteste ça. Et j'ai toujours voulu faire une scène qui se passe dans un avion qui bouge beaucoup parce que ça me rassurait, qui ne se crache pas. Donc ça m'amusait cinématographiquement de raconter une histoire dans un avion qui bouge beaucoup. Et en fait, voilà, fallait trouver une solution pour que ce garçon, en fait, lui, il est très droit dans son cœur. Il est jeune, il est pur. Il fallait trouver une idée drôle pour que, en fait, la rencontre avec cette femme, pour lui, sa lecture de la chose soit complètement différente de la sienne et que lui vit ça comme dans un film, une rencontre magique avec quelqu'un. Et le moment où ça bouge et elle lui prend la main, lui, il est comme ça, il regarde sa main et pour lui, c'est le moment le plus sensuel, le plus extraordinaire, le plus romantique de son existence. Et donc, il est piqué. On le pique, on shoot d'amour et il ne s'en sortira pas jusqu'à la fin du film. Et comme elle va utiliser pour son boulot, elle va l'utiliser pour le travail, donc elle va faire quelque chose d'absolument lamentable qui est de jouer avec les sentiments très sincères de quelqu'un. Il fallait que dans cette scène-là, on comprenne son amour pur et qu'on comprenne aussi et qu'on voit ces deux personnages que rien ne je ne trouve pas. Ce matin, je cherchais le mot voiture. Que rien ne rapproche et qui vont se retrouver dans cette histoire. Et moi, j'adore les gags visuels. Je trouve que c'est... je suis pas très dialogue. Enfin, en tout cas,
je suis moins à l'aise avec les dialogues à trouver des idées visuelles qui font rire. Et en voyant le film que j'ai pas vu vraiment depuis sa sortie, enfin j'ai dû le revoir une fois, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu d'image, je suis modestement content de voir qu'il y a des trucs qui marchent sur la façon dont on a écrit des gags, enfin on a écrit visuel. Le film est assez visuel, en tout cas cette scène l'est assez, et ça passe moins par le, enfin ça passe aussi par le dialogue que par les images, mais ça c'est un équilibre qu'on a trouvé que j'aime bien dans le film. Est-ce que c'est une scène qui a été, par exemple, est-ce que vous avez essayé plusieurs scènes de rencontres à l'écriture, ou c'est celle-ci qui a tout de suite retenu votre... Non, moi je crois qu'on a dû passer comme tout par 20 rencontres différentes. Après, c'est vrai que j'avais beaucoup insisté auprès de mon co-scénariste pour faire une scène dans un avion, et que je trouvais ça marrant de voir ce personnage très fort d'Alice, enfin en tout cas qui pense qu'elle gère sa vie de manière d'une poigne de fer, et qui est en fait quelqu'un, et de montrer à travers sa peur de l'avion, sa fragilité. Donc en fait ça permettait c'était assez, une fois qu'on avait trouvé cette idée, c'était assez simple de faire rentrer tout ce qu'on devait faire rentrer sur la présentation des personnages assez tôt dans l'histoire, parce que la scène arrive au bout de 5 minutes, 4 minutes de film. Et puis même là, vous distribuez aussi tous les personnages qui entourent, en fait, la situation familiale aussi de chaque personnage. Oui, après, parce que là, on découvre la sœur. Ouais, c'est toujours difficile, les scènes d'installation de, alors voilà, la vie de cette personne est celle-ci, elle est mariée, elle est truc, machin. Et là, ça marche dans le contraste, le père avec sa bagnole. Parce que ça bouge. Et le fait que ça bouge, l'avion bouge, et elle sort, elle marche, il y a le père qui arrive en bagnole, elle prend, il la poursuit, elle se barre, machin. Donc tout ça c'est en mouvement, et c'est vrai que c'est pas mal de raconter, d'introduire les personnages par des scènes en mouvement. Et je pense que c'est ça qui marche pas mal dans la présentation des personnages. Alors du coup, on va devoir un petit peu, je suis désolée, mais couper un peu sur 20 ans d'écart pour qu'on ait le temps aussi de parler de Seul. Oui, bien sûr. Est-ce que... qu'est-ce que je choisis du coup ? Voilà, bon, l'écriture de la... Enfin, est-ce que tu peux nous parler quand même rapidement de l'écriture de la comédie, comment ça a fonctionné pour vous ? Est-ce qu'il y a des films qui vous ont inspiré pour ce film, des comédies américaines notamment, qui ont été là pour, ou consciemment ou inconsciemment, avec le temps, vous en êtes rendu compte que ça vous a beaucoup influencé, beaucoup inspiré dans l'écriture ? C'est aussi une écriture très codée. Comment ça s'est passé pour vous ? Est-ce que... Non, c'est pas codé. Oui, enfin, si, c'est codé. Enfin, il y a un truc que j'aime pas dans le film, c'est que je trouve que le film manque un peu de fantaisie, enfin, un peu de liberté. Et que en fait le film pas générique, mais c'est tellement difficile d'écrire une comédie que si je regarde le film, je pense que si je le revoyais, j'aurais ce sentiment-là. Je trouve que 20 ans d'écart, c'est un film qui est construit très sagement, enfin très... Vous avez tous étudié les structures scénaristiques, et c'est vrai que le premier acte, enfin, c'est écrit comme un scénario à l'américaine, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, on est resté dans les règles de la construction typique d'un film, d'une dramaturgie, puisque les 3 actes, ça ne date pas du cinéma américain, mais ça donc l'inciting incident, le refusing of the call, voilà, les yes no, tout ça machin. Bon, bref, donc on a vraiment fait voilà nos petites cases. J'avais relu mais comment il s'appelle, Sitfield 8 fois machin. Donc on a été très sage. En tout cas, on a été très sérieux sur la construction du scénario et sur la structure. Et comme on l'a respecté vraiment, je trouve que de temps en temps, ce qui est bien aussi dans les films, c'est quand on brise les règles, et je pense que c'est 20 ans d'écart, un film un peu sage, on respecte un peu trop les règles, mais c'est rythmé. Donc voilà, de trouver le bon équilibre entre respecter les règles de la comédie, en l'écriture, enfin moi tous les films, tu parlais de ces 2 films qui nous avaient fait, qu'on aimait bien. Moi j'ai un film que j'adore qui s'appelle Heartbreak Kid, un film des frères Farrelly, assez génial, d'un mec qui arrive pas à se fixer, puis un jour il tombe amoureux d'une nana, et cette nana elle est magique, elle est blonde, elle est grande, elle est belle, elle est drôle, elle est intelligente, mais elle doit partir dans 2 semaines parce que elle est scientifique, elle doit partir sauf si elle se marie, et donc son père lui dit mais t'es con, elle est magnifique, pourquoi t'hésites, le mec ne s'est jamais marié, il a 40 ans, marie-toi avec cette fille, elle est merveilleuse. Il dit c'est vrai, c'est trop con, et il se marie avec elle,
Et au bout de 15 minutes de film, il part en voyage de noces avec elle. Et à partir du moment où il est dans la voiture avec elle, c'est une descente aux enfers. C'est un remake d'ailleurs d'un film. Guillaume, quelle année? Je ne sais plus exactement. Mais c'était bien plus fade. En tout cas. Et le début du film, c'est génial. Je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas vu. Si vous aimez la comédie, c'est parfait en écriture. C'est Les femmes de ses rêves. Le film est parfaitement écrit. Au bout d'une heure, le film tombe. Et donc il y a vraiment deux parties. Il y a vraiment la première heure géniale, et la deuxième il y a toujours des trucs drôles, mais c'est un peu plus foutraque. Et tout ça pour dire que les Farrelly, qui sont quand même des génies de l'écriture, en tout cas, moi je préfère vachement plus les Farrelly que comment il s'appelle, où ça parle beaucoup toujours, là où ça dure 3 heures, Apato. Je trouve que c'est tout. Enfin, moi, de goût, je préfère les Farrelly, si on parle de comédie américaine d'aujourd'hui. Même si les Farrelly, maintenant, c'est un peu dépassé, parce que c'était plus les années 90-2000 que maintenant. Mais c'est des films qui même eux arrivent à se planter sur des structures, et donc je pense que s'ils avaient un peu plus bossé leur structure, leur film aurait peut-être mieux marché, parce que la deuxième heure donc la comédie, c'est vraiment difficile pour trouver l'équilibre entre les règles et la fantaisie. Oui, et puis le gag, j'imagine, n'est pas hyper facile à écrire. Donc du coup, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous arrivez à transmettre par le scénario les choses que vous avez envie de... Enfin, toi, en tout cas, que tu as envie de réaliser. Comment ça influence toi aussi? Le co-scénariste avec qui je travaille était très drôle. Ouais, très. Il détestait le soleil. Donc déjà, il avait toujours une casquette noire. Il était gris, un peu de teint. Un mec charmant, mais d'ailleurs très très angoissé. Et je pense que c'est pour ça qu'il était très drôle. Il faisait jamais de blagues, mais je sais pas, vraiment, alors moi qui ai un problème avec les acteurs, c'est là vraiment sur ce film où je me suis rendu compte que quand on a des interprètes qui défoncent, Pierre par exemple, tout ce que j'ai écrit, il le transcende et il en fait quelque chose d'immédiatement et poétique et drôle et rythmé. Et voilà, c'est évidemment, il faut avoir les bons interprètes. C'est Guillaume qui d'ailleurs a insisté, d'ailleurs je lui dois beaucoup, parce que Guillaume m'a dit tu devrais rencontrer Pierre Ninet. Je dis non, je n'aime pas Pierre Ninet, tu devrais rencontrer Pierre Ninet. Et on a vu quoi, 100 mecs, un truc comme ça, 200 mecs. On avait fait un casting bizarrement pour cet âge-là qui était un casting plutôt sauvage. Enfin, on avait décidé de s'ouvrir, quoi, de pas nécessairement aller voir juste tous les jeunes qui avaient cet âge-là et de s'ouvrir à d'autres. Donc on avait fait une espèce de méthode où les gens devaient envoyer une vidéo, enfin vite fait pour l'anecdote, où ils se présentaient en tant qu'ils avaient une base, disons, pour s'inspirer du personnage. Et ils faisaient une vidéo comme maintenant font beaucoup de youtubeurs, c'est de parler face caméra, de se présenter comme le personnage du film. Il y a eu des quelques pistes intéressantes, voire même des gens qui ont percé depuis, même dans ces trucs-là. Et on s'est retrouvés... Kev Adams. Peut-être pas quand même. Vincent. Sinon, il l'aurait fait. Pierre, moi j'adore. Enfin, j'ai toujours trouvé que c'était un merveilleux comédien, mais il avait un truc un peu parisien, un truc, que je trouvais un peu parisien et un truc un peu qui collait pas trop avec le personnage, qui pour moi est plutôt quelqu'un qui ne doit pas être marqué Paris du tout. Mais c'était une étiquette. Bon. Et en casting, il arrive, c'est juste le meilleur. En fait, c'est un merveilleux acteur. Du coup, vous n'avez pas pensé à des comédiens en particulier pendant l'écriture du film? C'est pas quelque chose si je crois que j'avais fait des fausses affiches parce que j'aime bien avant de me projeter. C'était Catherine Deneuve et Vincent Lacoste. Non. Oui. Si, et Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, que Virginie a dit, je m'en souviens, je lui ai dit, elle me fait jamais je ne tournerai avec Vincent Lacoste. C'est vrai. Quelle éthique. Et non, on en a vu beaucoup. On a vu Catherine Deneuve carrément quoi. Oui, c'était plus l'âge quand même. Oui, c'était plus l'âge. Après, la scène de cul aurait été encore plus intéressante, je pense. On l'a proposé à beaucoup d'actrices et elles ont toutes dit non. Mathilde Seigny a mis 3 mois et demi à répondre. 3 mois et demi, c'est long. Putain. 3 mois et demi à attendre derrière son scénar. C'est vraiment long. C'est vraiment... Les acteurs, en France, c'est vraiment de temps en temps, c'est de la folie. Bref, elle a refusé. Sophie Marceau a refusé. Je ne sais plus à qui d'autre on l'a proposé. Karine Viard a refusé. Et on nous a dit Virginie, et Virginie elle n'avait pas encore fait. Enfin, si elle avait fait un succès. Des comédiennes plus âgées au départ. Virginie, elle a mon âge, donc oui, à l'époque, elle avait 35 ans, elle n'avait pas l'âge du rôle. Mais bon, entre avoir une bonne comédienne qui n'a pas vraiment l'âge du rôle et d'ailleurs pas de comédienne du tout, parce que c'est la seule qui nous a dit oui. Alors, je suis désolée, on me presse et on a raison de Allez, me presser. Donc, est-ce qu'on peut montrer le second extrait, qui est une séquence qui a lieu juste avant... Qu'est-ce qui se passe avec le son? Parce que
Ouais, c'est vrai que... La piste, je sais pas si il y a beaucoup de basses. Non. Bon. Bon, malheureusement, on va devoir faire très vite. Donc, du coup, on a choisi cette séquence qui a lieu juste avant le grand moment où il vient de comprendre, en gros, que Se foutait de Alice sa gueule. s'est foutue de sa gueule. Et c'est la séquence drôle. Moi, je trouve une des séquences les plus drôles du film. Mais on l'a choisi ensemble aussi parce qu'il y avait eu des surprises sur le tournage. Ouais, enfin, c'est pas des surprises. C'est en écriture, c'est que le personnage du photographe qui est un peu un connard, c'est vraiment c'est un peu typique. On l'a vu 150 milliards de fois. Le photographe en séance de mode qui fait ah non toi machin un truc, c'est un truc. Et donc en l'écrivant, c'était pas drôle, vraiment pas drôle. On a vu d'ailleurs des comédiens. Et puis les mecs, je voyais le casting, c'était pas bien. Et Surprise. Et je sais pas comment, qui c'est toi, Guillaume, ou je sais plus. Si, ouais. C'est Guillaume qui a eu l'idée d'ouvrir aux meufs. Oui, c'est ça. En fait, on avait casté Blanche Gardin pour faire le rôle de la sœur, mais ça fonctionnait quand même pas très très bien. Mais on l'a trouvé quand même tous les deux vraiment très drôle et on voulait, entre guillemets, la garder. Donc on s'est dit que le seul rôle qui finalement pouvait être un peu plus développé, c'était de garder ce rôle de photographe, justement, mais que ça devienne, au lieu d'être je sais pas, une espèce de connard branchouille, une petite nana d'un mètre 55, je sais pas, d'un mètre 60, et qui a encore plus d'autorité que n'importe qui. Et du coup, on a gardé même le prénom, qu'elle s'appelle Patrick, hein, c'est bien ça. Ouais, elle s'appelle Patrick. En fait, je trouvais ça très drôle. D'ailleurs, c'est une des comédiennes, c'est Amélie qui m'a donné l'idée. C'est-à-dire que je réécris le scénar, j'ai oublié de changer le nom du personnage. Et en fait, c'est très drôle. Patrick, pourquoi? Donc ça c'est resté, c'est un accident heureux. Et par rapport au dialogue, tout à l'heure, je vous disais que moi, j'étais pas très à l'aise. Enfin, je sais pas si j'arrive à écrire des dialogues drôles. Je trouve que c'est vraiment un métier à part entière. Et donc Blanche, qui est une femme absolument géniale et très très talentueuse, elle sort des vannes, mais c'est horrible. Enfin, c'est une vanne, rire, tout le temps, c'est fou. Elle est très inventive. Et donc j'ai retravaillé la scène qu'on avait écrite avec Amro, qui était pas très drôle. C'est oh you bitch, you machin. Le mec qui n'était que vulgaire et que dans l'agressivité. Je pense que l'agressivité n'aurait pas rendu cette scène drôle. Mais enfin, elle l'est. Oui, mais l'agressivité d'un mec avec des mannequins, je trouve que je sais pas, il y a un truc, qui est assez gênant. Alors que le fait que ça soit une femme permet donc de garder la même agressivité, mais il faut vraiment que les dialogues soient drôles. Et moi, quand elle dit qu'est-ce qu'il y a, on dirait un enfant bulle qu'on promène à un Center Park. La phrase, je la trouve géniale. Elle n'est pas de moi, elle est d'elle. Et c'est vrai qu'en réécrivant le scénar, en réécrivant la scène, on s'est dit, donc elle est venue faire 2 séances de travail chez moi, pendant que je tournais d'ailleurs, parce qu'on a tourné cette scène quasi à la fin du tournage. Et elle est venue et on a écrit ensemble. Et c'est vraiment, c'est assez agréable de pouvoir laisser la place de temps en temps à des comédiens comme elle qui ont un talent d'écriture fort. Laisser la place dans l'histoire, dans un film, par exemple, mais toute la mécanique de la scène est la même. Mais c'est juste elle qui est venue avec sa façon avec son humour et son univers, et qui matchait bien avec la scène. Ok, donc malheureusement, on doit finir là-dessus sur 20 ans d'écart, mais par contre, nous allons parler ensemble de Seul. Donc du coup, je vais couper les questions traditionnelles pour que vous nous racontiez tout de suite maintenant. On regarde avant le shirt. Ouais. Ah oui, on va montrer la bande-annonce, ce sera déjà une belle entrée.
C'est cool, non? Non. C'est super. Le 8 février au cinéma. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la BD seuls? Ok. Ah. Bon, il y en a Un. deux. Donc, du coup, on va peut-être pas non plus trop s'attarder sur. Bon, je suis désolée. Mais on va en parler un petit peu quand même. Donc, comment vous avez pris en charge l'adaptation de cette bande dessinée? Comment vous est venue comment t'es venue l'idée, David, d'adapter cette BD? Et ensuite, comment vous avez travaillé concrètement ensemble pour prendre en charge cette BD, en faire un scénario? Alors, je vais essayer d'aller vite. On m'a proposé un film. On m'a proposé d'adapter une bande dessinée qui s'appelle Rosalie Bloom, qui est un film qui s'est fait d'ailleurs, qui est sorti l'année dernière. Et je lis la BD, je la trouve très intéressante et je propose à un copain scénariste qui s'appelle Julien Rapneau de l'écrire avec moi. Et on commence à travailler un peu, on se fait 2-3 rendez-vous. Et plus de 2-3 rendez-vous, j'ai besoin au bout de 2-3 semaines, je sais si j'ai envie de vivre avec un film pendant 2 ans. Et il se trouve que ce film-là, au bout de 2-3 semaines, j'en avais plus envie. Donc je lui ai dit, Julien, qui lui était vraiment très investi sur le projet, je lui ai dit je vais pas le faire. Il me dit ok, pas de souci. Puis il me rappelle une semaine plus tard en disant tu sais que je cherche à faire mon premier film, ça t'emmerde si je vais voir le producteur, si je lui demande de réaliser le film. Je fais mais non, au contraire, vas-y, je ne suis plus attaché à ce film. Fait vas-y, au contraire, c'est cool. Il rencontre le producteur et le producteur accepte qu'il réalise le film. Et il me rappelle 2 semaines après, hyper emmerdé, il fait David, putain, je t'ai piqué ton film. Je lui dis, mais non, tu m'as pas piqué mon film, je voulais plus le faire, il n'y a pas de souci. Ah, je suis emmerdé. Mais bon, je crois que j'ai lu un truc, je suis sûr que ça va te plaire. Mes gamins sont fous d'une BD, ça s'appelle Seul. Va l'acheter, dis-moi ce que t'en penses. Je suis allé à la Fnac, je l'ai acheté et j'ai tout de suite su que je voulais le faire ce film. Donc c'est quoi le principe de la BD du film du coup? La BD, alors, à l'époque, il y avait 8 tomes, maintenant il y en a 10. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et il y en a 21 en 21 en tout. Enfin, les auteurs disent qu'en tout, il y en aura 21. Ça fait 10 ans, c'est quasiment un album par an. C'est un peu long, je crois, au goût de l'éditeur. Et c'est l'histoire de 5 enfants qui se retrouvent seuls au monde. Ils vont découvrir qu'en fait, seul au monde, il y a une raison et que cette raison est assez terrible et qu'en fait, à la fin du 5e album, donc on apprend, c'est une sorte de twist, c'est un gros twist, on apprend pourquoi ils sont seuls au monde et ce twist qui devrait clore finalement l'histoire redynamise une autre sorte d'enjeu et nous amène dans un 2e cycle un peu plus large au niveau de scope cinématographique. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait juste adapter les 5 premiers, puisqu'ils avaient une fin très claire, très forte. Et en même temps, ça permettait de rester d'être pas dans un gros délire au niveau du budget, parce que et puis c'est surtout pour ça que ça m'a plu. C'est typiquement le genre de film qu'on fait pas en France, et c'est pour ça que ça m'a excité. Ok, donc du coup, c'était les 5 premiers tomes que vous avez décidé d'adapter ensemble. Quelles étaient les premières contraintes? D'abord, je sais qu'il y a quand même un droit de regard de la part du scénariste de la BD. Déjà, faut séduire les scénaristes, le scénariste de la BD et le dessinateur qui ont les droits cinématographiques. Ils ont dealé avec Dupuis, ce qui est rare d'avoir les droits, eux. En général, c'est la maison d'édition qui a les droits. Et donc, ils ont... Au-delà d'un droit de regard, c'est eux qui acceptent de donner la possibilité d'acheter les droits ou pas. Et il y avait eu deux très grosses propositions. Il y avait la Gaumont qui voulait faire une série. Bon, je vous dis... Ah non, je vous dévoile pas. C'est difficile parce que... Il faut pas dévoiler. Non, je dévoile pas. Mais bon, en gros, il y a un truc terrible dans l'histoire, et ce truc terrible, pour moi, c'est l'intérêt de l'histoire. Et la Gaumont veut faire la série. Eux ne sont pas très d'accord pour le faire en série. Puis Jacob Van der Mel, que vous connaissez, qui est un merveilleux réalisateur belge qui a fait un film que j'adore, qui s'appelle 8e jour. Toto le héros. Et le film avec Poulvord, là, comment ça s'appelle, Guillaume ? Le tout Nouveau Testament. Le tout Nouveau Testament voulait faire le film. Comme en plus c'est une BD franco-belge et l'auteur est belge d'ailleurs, enfin le dessinateur pardon est belge, et il voulait faire le film, sauf qu'il voulait pas de la fin pas sombre. garder le twist en fait. Voilà. Il voulait donc pas garder le sens de l'histoire. Et ils ont fait non, donc ils ont refusé. Puis moi j'ai rencontré Fabien, le scénariste. On s'est tout de suite entendu en 2 secondes. On a passé 2 heures à parler de cinéma, de films, des films qui nous ont donné envie de faire moi mon métier, lui le sien, et on a une super rencontre. Je lui ai dit que c'était l'ADN pour moi de l'histoire, c'était ce côté sombre, assez noir, parce que le film là c'est assez cool par rapport au film qui est assez dark.
et que c'était ça qui me plaisait. Donc je pense qu'il a été séduit par ça et il m'a donné la possibilité de lui donner de l'argent pour acheter les droits. Et donc, du coup, comment ça a fonctionné votre collaboration ensemble? Je crois que j'ai commencé à écrire tout seul. Et ensuite, tu l'as appelé à Et après, j'en pouvais plus parce que écrire seul, c'est vraiment. T'as écrit quoi en fait, tout seul? Un synopsis? Est-ce que T'avais écrit un traitement. En fait, c'était un traitement d'une 40aine de pages, je crois, quelque chose comme ça, mais qui respectait vraiment les symptômes. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, mais avec des éléments qui ont trait à la BD, mais qui ne rentrent pas nécessairement dans un budget après. On peut dire le budget du film Ouais, c'est un film qui coûte 6 millions d'euros. Et le film que j'avais écrit, le premier traitement, c'était un film à 20, quoi. Voilà. Oui, parce que dans la BD, il y a quand même plein d'éléments pour ceux qui la connaissent qui sont quand même, en termes d'adaptation, complètement délirants. Il y a des enfants animaux, seuls au monde avec des singes. Déjà, ça. Des rhinocéros, des tigres. Oui, enfin, voilà, des animaux. Donc il n'y a pas d'animaux dans le film. Voilà. Il n'y a pas d'animaux dans le film, et il n'y a pas divers mondes avec des explosions. Enfin, je veux dire, des choses qui vraiment. Il y a beaucoup d'effets spéciaux, ce qui quand même monte énormément le budget du film. Pas vraiment le casting, pour une fois. Mais effectivement, donc il a fallu. Donc à partir de ce traitement-là, c'est vrai que c'est un échange à deux. Et de toute façon, ça, on peut parler aussi de l'écriture à deux. On va toujours beaucoup plus vite quand on est aussi à deux et qu'on se fait confiance parce qu'on échange des idées. Alors évidemment, il y a des mauvaises idées, il y a des bonnes idées, il y a des idées sur lesquelles on reste trop longtemps et que l'on garde à la fin. Il y en a d'autres, il faut en faire un deuil à un moment donné parce que c'était une super idée, mais elle ne s'intègre pas. Ça ne peut pas s'intégrer, disons, dans ce qui devient peut-être l'élément principal. Alors David avait trouvé un axe principal d'adaptation qui était de déjà se focaliser, on a un groupe de 5 enfants, de se focaliser, ce qui n'est pas le cas de la BD particulièrement, sur un seul personnage qui, dont on explique réellement le background, mais qui fait... Comment ? Leïla. Qui est Leïla, voilà, le personnage de Leïla. Enfin, excuse-moi, Guillaume, je te couche. Juste, dans le point de vue, il fallait un point de vue. Il n'y a pas de point de vue dans la BD. Et j'ai décidé choral dans la BD, voilà. de donner, comme toute histoire, je pense, de mérite, en tout cas celle que j'aime, de donner un point de vue à cette histoire. Et on raconte ça à travers le point de vue de Leïla, qui est la... Et donc, pourquoi Leïla? Pourquoi ce personnage vous a semblé raconter le mieux cette histoire moi, c'était, j'adore les films qui font peur avec des meufs. Voilà, la réponse la plus sincère que je peux te donner. Non, vous laissez de trouver une espèce de replay, quoi. Quelque part, c'était un petit de replay dans Alien, je veux dire. Je trouve ça plus, je trouve ça plus intéressant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai que Guillaume parle de replay. Quand Alien était en développement, le replay c'était un mec. C'était le personnage de Sigourney Weaver et je crois que c'est le patron de la Fox qui a demandé à sa secrétaire, il a eu une idée, il fait on va faire un changement sur le scénario, tu enlèves I et tu mets She et tu ne changes rien. Et en fait, c'est sa secrétaire qui a mis She à la place de I pour replay et le scénario est intact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de modification une femme aurait plus fait comme si elle se comporte. Donc le personnage de Sigourney Weaver dans Alien. Ouais. Ça, okay. Donc voilà, pour parler aussi d'une problématique moderne, parce que c'est des enfants de notre temps, on n'est pas c'est un film contemporain. C'était bien de le voir aussi par le prisme d'une jeune fille quoi, de 16 ans, plutôt que particulièrement focalisé sur un des garçons qui, on a déjà vu des centaines de fois un peu ce genre de film-là, surtout dans ce thème-là aussi. Donc c'était l'axe principal. Et c'était même pour nous, c'était pour aller chercher des idées, c'était plus intéressant de se focaliser dans la tête d'une jeune fille, c'est intéressant aussi. Les deux garçons de quasi 40 ans, c'était intéressant aussi. Voilà. D'accord. Et puis parce que tous les autres personnages, ou quasiment pas tous les autres personnages, sont des garçons. Enfin, il y a deux filles et 3 garçons. Mais par contre, alors un autre aspect très important, c'est que les personnages dans la BD sont beaucoup plus jeunes que dans le film. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont poussé à vieillir les personnages ? Les raisons sont simples, c'est que dans une bande dessinée, en tout cas, le ton de la BD est assez. C'est plus drôle que le film. Et quelque part, comme la BD, c'est race de la lecture et que l'imagination prend plus le relais que lorsqu'on regarde un film, voilà, on peut donner, on a toujours un peu la latitude de donner le ton à notre lecture, en tout cas en bande dessinée, de lire d'ailleurs, de temps en temps, on peut ne pas lire les dialogues, on peut juste regarder les cases, machin. Donc il y a encore une liberté d'interprétation. Au cinéma, malheureusement ou heureusement, il y en a beaucoup moins. Enfin, malheureusement pour le spectateur, heureusement pour le réalisateur, il y en a moins. Et donc il faut pour moi, il faut rendre l'histoire crédible. Et pour que l'histoire soit crédible, c'était impossible qu'un gamin de 5 ans
Ah oui, tu parles de Terry. Mais ouais, pourtant, les Terry, il autres a 5 personnages ans sont- ou 7 ans dans la BD, et là, il a 12 ans dans le film. Et comme il leur arrive des trucs pas très agréables, je trouvais que pour le réalisme des scènes, c'était mieux de les vieillir un peu, et aussi pour aller plus loin. pour toucher un public un peu plus large. C'est-à-dire que je pense qu'un film avec des gamins de 12 ans, quand on a 14, t'y vas pas. En même temps, la série, comment ça s'appelle la série Stranger fantastique, Things. voilà, Oui, Stranger mais c'est pas Things. pareil, c'est de la télé. Nous, on a une semaine pour donner vie à un succès ou pas, et il faut trouver, C'est ça. tout en gardant évidemment l'ADN de l'histoire. Il faut trouver les manières de donner envie à plus de gens d'aller voir le film. Et puis c'est surtout, non, mais avant tout, c'est par souci de réalisme. D'accord. Parce que transposé à l'écran, vous aviez le sentiment qu'ils n'auraient pas pu vivre des choses aussi dramatiques que ce qu'ils vivaient déjà dans la BD. Bah, à un moment, je sais pas, ils se font poursuivre par un mec qui a des couteaux, il court sous la pluie, il escalade un grillage qui fait 2,50 m, un gamin de 5 ans avec des gamins de 9 ans, ça aurait été moins dynamique. Mais après, il y a, dans Stand By Me, non, dans Stand By Me, ils ont 12-13 ans. 12-13. Je parle pas des Goonies parce que je sais même pas si j'aime bien ce film, mais les Goonies d'ailleurs, il a 17 ans. Ils sont beaucoup plus grands, oui. Oui, il y a aussi ça aussi. On triche aussi en casting à ce niveau-là. D'ailleurs, comme on avait fait un peu les choses, pas forcément toujours dans l'ordre avec ce projet, mais c'est normal, c'est pas un projet aussi dans la norme quelque part. On avait commencé aussi le casting avant d'écrire le scénario pour voir un peu ce qu'on pouvait, si on arrivait déjà un peu à trouver, à avoir des pistes, disons, par rapport au personnage. Et on s'est vite trouvé que les dialogues qui avaient été écrits ou ce qu'on voulait projeter dans les personnages, avec des enfants de 12-13 ans, dès que tu leur mets un flingue dans la main, par exemple, ça marche beaucoup moins bien que si tu lui retires, tu peux plus faire une scène d'après beaucoup plus légère. Ça veut dire autre chose quand on le voit en mouvement. Dans la BD, c'est effectivement, on peut passer d'un univers à un autre. Mais l'arme à feu dans la main d'un gamin de 12-13 ans, ça devient soit un jouet, soit autre chose, mais quand ça n'est plus un jouet, c'est difficile de le repasser derrière. Donc on ne pouvait plus tenir ce ton-là. Donc voilà. Ok, donc du coup, les problématiques que vivent vos personnages aussi, c'est des problématiques plus adolescentes. Est-ce que vous abordez des thématiques qui sont moins abordées dans le... Pas vraiment. On doit partir. Au revoir. Non, parce qu'il faut, Pas vraiment, non, il faut non, laisser la je possibilité au finis public juste aussi de poser là-dessus des parce questions. Bien sûr. C'est intéressant, je crois, que en fait, dans la BD, il y a plein de moments. Bon, ils vivent, donc ils se retrouvent seuls au monde. Ils commencent à voir. Alors, il y a des singes qui commencent à les regarder bizarrement. Ils ont les yeux rouges. Et puis, bon, bref, il y a une sorte de monolithe qui arrive au milieu de la ville et qui commence à faire affaisser la ville. Enfin bon, ça, il se passe plein de trucs assez angoissants, mais à travers cet environnement angoissant, il y a quand même des petites respirations de scènes drôles où ils déconnent, ils vont au cinéma, ils vont manger des glaces, ils font des trucs. Et dans le film, c'était impossible en fait. C'est impossible de tenir une situation. Alors ce que j'ai décidé de le faire, de raconter l'histoire en très peu de temps. L'histoire se passe en 6 jours, 5 ou 6 jours, alors que dans la BD c'est plus long. C'est un peu la construction du scénario, c'est un peu un survival. C'est comme ça que je pensais que le film pouvait être cohérent dans l'économie française pour ce genre de cinéma-là, où on savait qu'on n'aurait pas des fortunes. Et du coup, les antagonistes, vous gardez les mêmes que ceux qui viennent polluer l'existence des personnages dans la BD, plus ou moins. Vous n'en avez pas inventé de nouveaux Non, on est très, très, très fidèle par rapport aux personnages. Après, je finis juste sur cette histoire d'humour. Et en fait, l'humour, il y a le personnage de Terry qui est le plus jeune et était toujours en train de faire des blagues. Dans la BD, il est un peu relou d'ailleurs. Il arrête pas de faire maman, je veux ma maman, machin. Donc voilà. Mais dans le scénario, on a gardé un peu ce côté déconnant. Et en fait, moi, dès le tournage, je me suis rendu compte que ça marchait plus. C'est-à-dire que ils sont face à un nuage qui fait 10 mètres de haut, qui est brûlant, qui va les bouffer. Et le mec il déconne, c'est pas possible. Donc en fait, même l'écriture a été modifiée aussi sur le tournage, où j'ai vachement réécrit pour que le film soit pas plus sec, mais plus réaliste. Okay. Parce que je pense que un bon film fantastique, il faut que ça soit réaliste. Paradoxalement. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui souhaiteraient poser des questions? Juste une petite question sur l'écriture de scène.
Combien de temps entre la décision d'adapter la BD et la de tournage, version de tournage, et sur quelle étape d'écriture vous avez passé le plus de temps? Synopsis, traitement, séquencier, si vous avez fait dans ces... 1 an et demi, mais moi j'ai écrit un autre scénar entre temps, donc j'ai perdu, on a 1 an, je dirais. Alors à partir du moment où moi je suis arrivé dans la collaboration, non, ça a mis même pas 6 mois. Hein. Même pas 6 mois. Donc on avait quand même que la base du traitement. Et donc après, alors la méthode de travail vite fait qu'on avait, c'est on a eu une longue période, peut-être qui a duré 2-3 mois, qui a quasi peut-être séparé d'ailleurs, où on parlait structure, on parlait structure, parce qu'avec 5 personnages, il y a besoin quand même de dégager la structure avant de passer à une rédaction de scénario en tant que tel. Donc on s'est bien séparé les choses là-dessus, on parlait structure, on confrontait des idées, on s'était fait un mur. Le tableau. Voilà, le fameux tableau qu'on aurait pu projeter, mais qui était en fait avec des cartons de couleurs pour moment faible, moment actif, se faire déjà un tableau visuel parce qu'on visualise mieux aussi ces actions-là en mettant des pastilles. Bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Comment ? C'est ça, en gros, ouais. C'est des cartons sur un mur, quoi, avec de repositionnables qu'on peut éventuellement échanger pour voir un peu déjà un rythme de ce que donne une structure principale. Ensuite, pour la rédaction en tant que telle, donc c'était les 3 autres derniers mois, on avait aussi quand même un moratoire, hein, faut le dire, malgré tout. Donc, mais il se trouve que c'était quand même la version qui a été validée. Donc là, pour la rédaction, c'est plus David qui rédigeait et moi qui faisais des commentaires. Donc j'avais plus un rôle de script doctoring aussi, d'adaptation et de script doctoring derrière. Parce que bon, c'est vrai que David maîtrise évidemment beaucoup mieux que moi quand même. C'était quand même mon premier vrai travail professionnel dans l'écriture où j'ai appris beaucoup. Donc par rapport à ce que je disais avant, moi aussi j'avais besoin de me confronter aussi à cette réalité-là. C'est-à-dire d'avoir l'opportunité, mais d'être forcé, enfin voilà, d'avoir le pied à l'étrier sans être moi tout seul devant mes idées et d'essayer d'avancer. C'était une vraie opportunité. Je remercierai toujours David pour cela. C'est vrai, tu dois. Non, si. Mais non, mais pourquoi moi j'ai décidé de travailler avec Guillaume alors qui effectivement n'avait pas d'expérience en tant que tel de scénariste, c'est parce que toujours depuis que je lui fais lire mes histoires, il a un regard qui a avec un fort potentiel d'écho chez moi, où je vois en fait, c'est-à-dire que il décrypte très bien les problèmes d'un scénario, d'une rythmique, d'une scène qu'il trouve. C'est comme s'il regardait un film. En fait, c'est déjà quand Guillaume me parle de sa lecture d'une histoire, j'ai l'impression qu'il me raconte le film. Et donc je vois le film et je dis mais ça marche pas du tout. Donc du coup voilà, et c'est vrai que ça a très bien marché entre nous parce que Guillaume a vraiment beaucoup de talent à raconter le film quelque part au réalisateur, pas en images, mais à me raconter le film et surtout les images. À donner des critiques, à faire des critiques qui, je trouve, sont quasiment toujours justes. Merci. Mais c'est l'idée quand même, dans le fond, d'une collaboration. Alors j'imagine qu'il y a des scénaristes parmi vous, des apprentis scénaristes. C'est important de confronter ces idées, de ne pas se retrouver toujours seul avec ces idées, parce que on croit fermement trop à une idée quand on est tout seul. Bon, il y a des génies, hein, évidemment, de l'écriture partout, mais c'est pas des romans. C'est quand même un scénario, c'est une base qui sert à tout le monde. C'est un matériel technique, faut pas l'oublier, même si toute la créativité est là-dedans. Mais on travaille beaucoup plus facilement quand même à deux. Alors après, on peut se répartir les rôles comme on veut, hein, tout le monde. Ça, c'est la liberté de chaque collaboration. Mais on échange des idées au moins. Et toutes les idées sont pas bonnes. Enfin bref, voilà. Après, c'est vraiment cette idée d'échange. Je sais pas si vous avez écrit des scénarios seuls. Moi, je trouve que c'est quasi impossible en fait. Billy Wilder, qui est un cinéaste et un scénariste que j'adore, disait, il a toujours à travailler avec quelqu'un. Il disait que écrire, c'était quand on lui posait la question, je crois que c'est Michel Simon qui lui disait mais alors comment vous vient l'inspiration? Il fait non mais attendez, il n'y a pas une petite fée qui arrive et qui est là, ah tiens je vais te donner une idée. Non, writing is blood, sweat and tears. C'est très violent l'écriture, c'est très dur, c'est très ingrat, la remise en cause est quasi permanente. Hein. Et le fait d'avoir, d'ailleurs lui, il organisait ça un peu, il était sur son divan, il écrivait quand il parlait de l'histoire, il écrivait sur son divan, et son co-auteur c'était un peu comme son psychanalyste. Et donc il lui pitchait une scène, et l'autre, c'est de la merde. Et quelque part d'avoir tout de suite un public.
Je crois que c'est ça, d'avoir un C'est ça. public dans la collaboration, d'avoir dans les oreilles de l'autre. J'ai l'impression, en tout cas, ça m'est indispensable et je ne saurais plus écrire un scénario seul et je ne le ferai plus jamais. Je l'ai fait 2 fois et j'ai perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et en relisant ce que... Les films ne sont pas faits d'ailleurs, non? Oui, souvent, c'était Non, très mais... mauvais. Et je pense que c'est pas. Enfin, moi, je vous le conseille pas en tout cas. Alors, on va accueillir une dernière question et Sophia propose de, si vous avez envie de poser des questions, de le faire dans le hall pour que les gens puissent répéter ici pour les scénarios vivants. Dernière question. C'est juste. Ça va être long. Non, mais je vais essayer d'être concis. Alors, moi j'ai ma prod. Il n'y avait pas de distributeur sur le. Enfin, il y avait même sur l'intérêt de. C'est une BD qui a été vendue à 1,5 million d'exemplaires. Donc c'est un gros titre. Ça fait partie depuis 10 ans des BD les plus vendus. En soi, c'est déjà ça a déjà un potentiel commercial fort. Donc moi, quand j'ai pris les droits, j'avais ma prod. J'ai fait financer l'achat des droits. Donc les 10% du prix du montant global, c'est toujours les BD, les grosses BD, c'est entre 100 et 200 000 euros. Donc j'ai fait financer l'achat de l'option de 3 ans par un coproducteur qui a été le producteur de 20 ans d'écart. Suite à ça, lui a financé le développement, l'écriture du film. Moi, je suis coproducteur, donc j'ai été très peu payé. J'ai quasiment pas gagné de ma vie sur ce film. Ça va, hein, je ne suis pas ma victime, mais bon, c'était indispensable parce que le film était, on a vraiment tout mis à l'image, donc on a tous fait des efforts. Et donc le distributeur est venu donc après l'écriture d'une version, je sais pas, on était déjà à la 10e version ou je ne sais plus quelle. On se met d'accord avec le producteur sur la version qu'on présente et ils nous ont tous dit non. SND, non. Gaumont, non. Pathé, non. Tout le monde nous a dit non. Il y a juste eu Studio Canal, que je remercie. Il y a Quentin tout à l'heure que vous allez voir ce soir, je crois que vous l'avez déjà rencontré, Quentin Molina, qui travaille chez Studio Canal, qui est un jeune, qui est numéro 3 ou 4 de la coproduction, parce qu'il y a Studio Canal, il y a les distributeurs, les coproducteurs, et nous, ils sont coproducteurs du film, donc ils ont financé en partie le film, et on a eu un gros canal. Donc c'est vraiment un film Bolloré. Merci. Je pensais jamais que je remercierais ce monsieur. Merci, car sans toi, le film n'existerait pas. Donc voilà, tout le monde nous a dit non, tout le monde. Et je sors d'un film qui a fait 1,5 million d'entrées. Et Seul, c'est un énorme succès. Donc c'est très difficile, ce genre de cinéma-là, parce qu'il n'y a pas de stars, c'est que des jeunes. Et c'était ça, je voulais vous le dire. Parce que, pourquoi je pense que Seul peut peut-être le faire, c'est que comme ils sont tous vierges d'autres films, j'ai l'impression qu'on peut potentiellement plus croire à cette histoire-là avec eux, plutôt qu'avec des acteurs qu'on aurait vus dans des films français, enfin dans un univers narratif français, je dirais, même si c'est un peu vulgaire comme expression, mais voilà. Et donc ils nous ont tous dit non, sauf Studio Canal. Et sur ils ont été très, pour le coup, j'ai fait un film avec EuropaCorp, 20 ans d'écart, c'était avec EuropaCorp à l'époque où feu Christophe Lambert, qui nous a quittés, venait de prendre les rênes du studio, et lui, il m'a vraiment cassé les couilles sur l'écriture. Il nous a vraiment emmerdé sur des trucs qu'il voulait, machin. Après, c'était une bataille, mais bon, on a gagné pas mal de trucs, même si j'ai lâché, mais pas vraiment. Mais sur Seul, non, c'est mon producteur qui est plus pas plus dur, mais avec qui j'ai des bras de fer plus costauds. Mais le distributeur, franchement, il nous a vraiment pas emmerdé. Il n'y a pas eu de notes, il n'y a pas eu de, voilà, il y a pas eu de. En tout cas sur le développement, et même une fois, parce que même quand ils s'engagent sur un film, même si on a la 10e version, ils peuvent demander des modifs, ils en ont pas demandé. On va devoir malheureusement arrêter là. Merci beaucoup, Merci David à et vous. Guillaume. Merci. Merci beaucoup.